Nous allons voir un peu plus en détail les muscles striés. Les fonctions des muscles striés sont en premier la mise en mouvement du corps et des articulations. Cette mise en action se fait sous contrôle volontaire, c'est-à-dire du système nerveux cérébro-spinal. Mais les muscles striés ont aussi pour fonction de maintenir la posture globale du corps et ils jouent un rôle dans la stabilité des articulations. Si vous êtes debout en position immobile, eh bien, certains muscles seront contractés en permanence de manière à maintenir la stabilité des articulations et ne pas vous affaisser. On peut citer par exemple les muscles du rachis qui vous permettent de maintenir votre tête droite ou le sphincter de l'urètre ou le sphincter anal. Ces muscles sont contractés en permanence, ce qui vous permet, pour les sphincters, de rester continent. Vous n'avez pas conscience de la contraction de ces muscles à l'état normal, sauf si on vous demande d'y penser. En revanche, ces muscles vont pouvoir se relâcher au moment de la miction ou de la défécation, et vous pourrez prendre conscience de l'existence de ces muscles ou du fonctionnement de ces muscles à ce moment. Il s'agit donc de muscles striés, développant des contractions dites toniques, permanentes et non conscientes. Ces muscles peuvent néanmoins se contracter si vous leur demandez de se contracter. Enfin, les muscles produisent de la chaleur. Il existe environ 600 muscles constants chez l'homme adulte. À ceci s'ajoutent des muscles inconstants. Au total, les muscles striés forment 45% de la masse corporelle. Alors nous allons voir un peu plus en détail la composition des muscles striés. Les muscles striés sont composés de cellules musculaires nommées les fibres musculaires, qui sont des cellules géantes contractiles. Les muscles sont aussi constitués de vaisseaux sanguins, de nerfs, d'organes sensoriels qui vont renseigner en permanence le système nerveux central sur l'état de contraction et l'état d'étirement des muscles. Enfin, tout ceci est entouré de tissus conjonctifs. Si l'on prend l'exemple du muscle biceps, pour décrire un peu plus en détail l'aspect des muscles striés, le muscle biceps qui va être sectionné transversalement à sa partie inférieure, on voit que les muscles striés sont composés d'un ventre charnu qui contient la majeure partie des cellules contractiles du muscle, et ce corps charnu va s'insérer par un tendon sur l'os, en l'occurrence ici, la tubérosité bicipitale du radius. Pour étudier un peu plus en détail l'aspect des muscles striés, je vais agrandir cette zone de manière à voir la cellule contractile du muscle, la fibre musculaire. Cette fibre musculaire, comme je l'ai dit, est une cellule géante qui mesure parfois jusqu'à 100 microns de diamètre, donc qui est presque visible à l'œil nu. Sa longueur peut être considérable puisqu'on estime qu'elle peut, pour certaines d'entre elles, aller d'un tendon à l'autre, donc mesurer plusieurs centimètres. Vous avez ici l'aspect d'une fibre musculaire sous microscope. Cette fibre musculaire est une cellule musculaire striée. Vous pouvez d'ailleurs voir ces striations qui correspondent aux protéines contractiles de myosine et d'actine que nous décrirons ensuite. Cette cellule est multinucléée. Vous voyez le nombre important de noyaux qui l'entourent. Ces noyaux peuvent être mis en évidence par des colorations spécifiques. Et si on regarde la fibre en fluorescence, eh bien, vous voyez tous les noyaux qui composent cette fibre musculaire. Une petite parenthèse pour cette cellule colorée différemment. Il s'agit d'une cellule satellite qui est différente de la fibre musculaire. Cette cellule satellite qui a un cytoplasme propre, nous le verrons après, est la cellule responsable de la régénération des fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont entourées de tissus conjonctifs. Ce tissu conjonctif prend le nom d'endomysium lorsqu'il entoure chaque fibre musculaire. Le périmysium est le tissu conjonctif qui va délimiter des faisceaux de fibres musculaires, tels que nous l'avons vu précédemment sur la photographie du muscle sphinctérien. Enfin, l'épimysium est le tissu conjonctif
qui va entourer le muscle et qui parfois se confond avec le fascia musculaire que nous décrirons tout à l'heure. Ce tissu musculaire chemine les vaisseaux et les nerfs qui vont commander la contraction des fibres musculaires. On voit en bleu un neurone appelé motoneurone lorsqu'il s'agit du muscle strié qui vient se connecter à une fibre musculaire sur sa plaque motrice en vert, le tout formant une synapse ou jonction neuromusculaire. Il existe une synapse par fibre musculaire. Alors les muscles peuvent être nommés de plusieurs manières. On peut les nommer en fonction de leur localisation. Le muscle sous-clavier se situe sous la clavicule, leur forme, leur constitution, la direction de leurs fibres, leur action, ou leur taille, ou leur volume, par exemple petit et grand pectoral. Le muscle bicipital est un muscle qui comprend deux chefs musculaires, un tendon terminal unique et deux tendons à l'origine de deux ventres charnus. S'il y a trois ventres charnus, on parlera de muscle tricipital et de muscle quadricipital s'il existe quatre ventres charnus. Ces ventres charnus sont disposés en parallèle. En revanche, les muscles polygastriques additionnent plusieurs fuseaux musculaires comme des chapelets de saucisses. On a par exemple le muscle digastrique du cou, le muscle grand droit de l'abdomen ou le muscle diaphragme qui est un muscle particulier puisqu'à la fois polygastrique, donc avec plusieurs faisceaux musculaires interposés par des tendons, et à la fois un muscle plat. Il existe des muscles circulaires comme les sphincters ou le muscle orbiculaire de la bouche. Enfin, les muscles peinés sont caractérisés par des faisceaux de fibres très courts, se terminant sur un tendon qui s'étend sur toute la longueur du muscle. L'orientation des pénations permet aux muscles de produire des mouvements très variés. Il existe des structures annexées aux muscles striés. Premièrement, les fascias qui, comme nous l'avons dit, se confondent parfois avec l'épimysium. Ces fascias sont des enveloppes fibreuses qui peuvent entourer un ou plusieurs muscles et délimiter ainsi des loges musculaires qui sont peu extensibles. En pathologie, lorsqu'il existe un processus expansif à l'intérieur d'un muscle, si par exemple se produit un hématome qui va gonfler l'épaisseur du muscle, eh bien, les fibres musculaires situées à la périphérie peuvent se trouver comprimées entre ces fascias et la masse anormale à l'intérieur. Ceci est à l'origine d'un syndrome de Loge qui va entraîner une compression des vaisseaux et des nerfs situés dans le tissu conjonctif. Les bourses synoviales sont situées entre les muscles et les structures voisines, en particulier les structures osseuses. Ces bourses vont favoriser le glissement puisque le muscle entraînant des mouvements d'articulation peut entraîner une friction sur l'os et ces bourses synoviales favorisent le glissement d'une structure sur l'autre. Les gaines tendineuses associées aux muscles striés ou aux tendons des muscles striés forment des poulies qui vont accentuer l'action du muscle.